En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara annonce une nouvelle constitution dès l'année prochaine. L'article sur la loi relative à l'ivoirité en ligne de mire. En Guinée-Bissau, c'est l'ex-chef de l'armée Indouta qui est accusé d'avoir tenté un coup d'État en 2012. La direction de Air France confirme la suppression de 1000 emplois en 2016. Les départs volontaires sont le mot de choisi. Bonjour chez vous et bienvenue dans cette édition que nous démarrons par des nouvelles de la Côte d'Ivoire. Alors que la campagne électorale battait son plein encore hier, le président Alassane Ouattara a annoncé une nouvelle constitution dès l'année prochaine. C'était au cours d'un entretien accordé à 3 médias français. Alassane Ouattara entend soumettre cette nouvelle constitution au verdict des Ivoiriens par le biais d'un référendum, ce qui, selon le président ivoirien, permettra d'enlever tous les germes de conflit que comporte l'actuel texte. Le chef de l'État sortant et candidat à sa réélection revient sur la question de l'article 35 de la Constitution ivoirienne, article qui exclut des candidats dont les deux parents ne sont pas ivoiriens et qui pourraient être revus à la faveur de la révision constitutionnelle annoncée. Au Soudan du Sud, plus de 30 000 personnes risquent de mourir de faim dans les régions les plus ravagées par la guerre civile. Des chiffres effarants publiés par l'ONU qui rajoutent que des dizaines de milliers d'autres personnes sont au bord de la famine. Suivez. Bien que l'état de famine n'y ait pas été officiellement déclaré, le Soudan du Sud traverse sa pire phase en 22 mois d'un conflit marqué par de nombreuses atrocités. 30 000 personnes au moins vivent dans des conditions extrêmes et risquent de mourir de faim, selon un communiqué commun publié par 3 organisations des Nations Unies, l'UNICEF, la FAO et le PAM. Les zones les plus touchées par le conflit, qui se traduit notamment par un blocage de l'aide, se situent dans l'État d'unité, dans le nord, riche en pétrole, précise le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation et le Programme alimentaire mondial. En dépit d'un accord de paix signé fin août, des combats intenses s'y déroulent, accompagnés d'enlèvements en grand nombre et de viols de femmes et d'enfants, écrivent les 3 organisations. Sans un accès illimité à l'aide humanitaire, l'insécurité alimentaire peut s'aggraver et se transformer en famine dans certaines parties de l'État d'unité. Le Soudan du Sud est le théâtre depuis décembre 2013 d'une guerre opposant l'armée régulière fidèle au président Salva Kiir à une rébellion dirigée par son ancien vice-président et rival, Riek Machar. La guerre civile, marquée par des massacres et des atrocités d'une violence inouïe attribuée aux 2 camps, a fait depuis décembre 2013 des dizaines de milliers de morts et chassé quelques 2,2 millions de Sud-Soudanais de leur foyer. Une famine n'avait pu être évitée il y a 1 an que grâce à une intervention massive des organisations humanitaires. En Guinée-Bissau, l'ex-chef de l'armée, le contre-amiral José Samora Indouta, écroué depuis 1 mois sans précision fixe sur ses charges, est accusé donc d'avoir tenté un coup d'État en octobre 2012. Son avocat a déclaré qu'il est accusé de crimes d'association terroriste, d'implication dans une opération visant à renverser l'ordre constitutionnel, c'était le 21 octobre 2012, et d'homicide également. Indouta avait été assis à résidence pour son implication présumée dans ce coup d'État avorté, et c'était après son retour fin juillet dernier du Portugal où il s'était exilé après ce putsch manqué dans cette ex-colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest. Il avait ensuite été transféré en septembre à la prison de Manzoua. Pour rappel des faits, le 21 octobre 2012, une attaque sur les baraquements donc de l'unité d'élite de l'armée à Bissau avait fait au moins 7 morts. D'une Guinée à une autre, violence dans le cadre des élections en Guinée. Amnesty International demande aux autorités du pays d'investiguer sur la mort de 6 personnes. L'organisation affirme par ailleurs que 3 personnes ont été tuées par les forces de sécurité et demande que la confiance soit restaurée entre le peuple et la police. À Conakry, il y avait 6 personnes qui sont mortes entre le 8 et le 13 octobre.
Parmi ces 6 personnes, 3 étaient tués par les forces de sécurité. Il y avait 2 jeunes hommes qui ont reçu les balles dans le dos et un autre jeune homme qui était battu à mort avec les matraques aussi. Maintenant, nous appelons aux autorités guinéennes d'ouvrir des enquêtes rigoureuses et indépendantes pour s'assurer que les auteurs présumés sont poursuivis en justice, pour que la justice soit faite, pour qu'on mette fin à l'impunité et qu'on puisse bâtir la confiance entre la force de sécurité et la population. Des milliers d'étudiants ont manifesté jeudi contre l'augmentation de leurs frais de scolarité. C'était devant le siège du parti au pouvoir en Afrique du Sud. Eh bien, une manière de maintenir la pression sur le gouvernement à la veille d'une rencontre entre les leaders étudiantes et le président Jacob Zuma. Quelques heures plus tôt, des gardes de sécurité avaient tenté d'empêcher des étudiants de pénétrer sur le campus de l'université de Johannesburg en les repoussant à coups de gaz lacrymogène. L'université du Cap a de son côté annoncé que des examens de fin d'année qui devaient commencer le 27 octobre étaient suspendus et qu'une nouvelle date sera fixée après avoir consulté les étudiants et l'administration. Au Sénégal, la police nationale a désormais un nouveau directeur, Oumar Mal. Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, a été nommé la semaine écoulée par décret présidentiel. Sa prise de fonction s'est effectuée mardi à l'école nationale de la police à Dakar. Reportage. Devant des détachements des différents corps de la police sénégalaise, le nouveau directeur de l'institution est installé dans ses fonctions par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Un nouvel visage à la tête de l'institution à laquelle les policiers sénégalais devront désormais se familiariser. À peine installé, le nouveau patron de la police sénégalaise expose les défis qu'il entend relever au cours de son magistère. J'exprime solennellement mon ambition avec mes services et collaborateurs de pérenniser et de renforcer les résultats déjà obtenus dans le domaine de la sécurisation des personnes et des biens en général, et en particulier la lutte contre la criminalité, le trafic et l'usage de drogue, les migrations irrégulières, le cybercrime, la gestion démocratique des foules et l'amélioration de la mobilité urbaine. Je compte inscrire mon action dans le cadre de la gouvernance sécuritaire de proximité. Les hommes s'en vont, mais les institutions demeurent. Cet adage se confirme une fois de plus avec cette passation des témoins à la police nationale du Sénégal. Après 24 mois à la tête de l'institution, c'est Anarcé Moufaï qui s'en va après des résultats jugés satisfaisants. Le directeur général sortant, l'inspecteur général de police, Anarcé Moufaï, y a apporté une contribution fort appréciable durant son magistère à la tête de l'institution. Elle a écrit des lois de noblesse dans les plus belles pages de l'histoire de la police sénégalaise. Oumar Mal devra donc être l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour hisser les différents corps de la police sénégalaise vers des sommets encore non atteints et améliorer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. Visite très attendue du pape François au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique au mois de novembre. Le visiteur spécial se rendra entre autres dans un camp de réfugiés, dans une mosquée et dans un bidonville au cours de sa tournée africaine. Un itinéraire à risque pour la sécurité du souverain pontife. Ces 3 pays, bien que comptant d'importantes communautés catholiques, sont secoués par des conflits ou des violences, ce qui augmente les risques d'attentats pour le chef de l'Église catholique romaine. Au Kenya, le pape François se rendra du 25 au 27 novembre. À Nairobi, la capitale kenyane, George Bergoglio visitera le bidonville de Kajemi, qui compte environ 100 000 habitants. Le pape rencontrera des représentants des différentes communautés religieuses du Kenya dans le but de promouvoir le dialogue interreligieux. C'est un moment privilégié, un moment de bénédiction. Ce n'est pas une manipulation de qui que ce soit, mais un cadeau de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Le pape vient rencontrer les habitants des bidonvilles, les personnes vivant dans des bidonvilles ici à Nairobi. Les pauvres sont une priorité pour le pape. Selon la norme occidentale, ceci est le bidonville typique.
mais nous le voyons comme un semi-bidonville. Tous les habitants des bidonvilles peuvent se rencontrer et nous pouvons rencontrer le pape et être bénis. Les préparatifs vont bon train. Dans un quartier pauvre du centre de Nairobi, un groupe de couturiers fabrique un ensemble de vêtements pour son visiteur hors pair. Le souverain pontife qui visitera le quartier précaire de Kangemi portera de nombreux vêtements à différentes messes. Celui-ci est en or, et c'est le plus classique que le pape porterait surtout à Rome, ou du moins du même style. L'autre, celui-ci, c'est l'African Touch. Nous avons décidé ensemble d'imiter les perles des colliers des femmes Maasai. Nous devons faire 2000 étoiles et ensuite des chasubles comme celui-ci, enfin pas comme celui-là, 70 pour les évêques. Ensuite 20 tenues pour les enfants d'honneur et 20 tenues pour les missionnaires qui sont à l'hôtel. Nous sommes honorés, très honorés, mais excités aussi parce que ce n'est pas habituel. Le pape passera les 2 jours suivants le 27 novembre en Ouganda avant de rejoindre la Centrafrique, dernière étape de son voyage qui s'achèvera le 30 novembre. La direction d'Air France a confirmé jeudi en comité central d'entreprise qu'elle comptait supprimer 1000 postes en 2016 par des départs volontaires, bien sûr. C'est ce qu'a déclaré son PDG Frédéric Gaguet lors d'un point de presse. Suivez. Plus de 3 semaines après les violences spectaculaires intervenues lors d'un comité central d'entreprise CCE à Air France, où 2 dirigeants se sont retrouvés partiellement déshabillés, les patrons ont tranché. Direction et syndicats ont en effet échoué fin septembre à s'entendre sur la mise en œuvre du plan de croissance et de productivité Perform 2020 qui prévoit notamment que tous les navigants volent une centaine d'heures de plus par an. Faute d'accord, la compagnie a présenté le 5 octobre un plan de restructuration menaçant 2900 postes en 2016 et 2017. Le chiffre qui a été confirmé ce matin, c'est effectivement de dire, dans l'hypothèse où nous repartions bien dans cette dynamique de négociation et sur le plan A, les seuls départs que nous envisagions pour l'année 2016, c'était des départs volontaires, comme on l'a toujours fait, et pour 1000 postes. Voilà. Sous le précédent plan de restructuration, entre début 2012 et fin 2014, les effectifs de la compagnie Air France ont baissé de 5500 postes uniquement par des départs volontaires. Les personnels ont également consenti des pertes de jours de repos et un gel de salaire. On m'a dit c'est du chantage. Non, moi je vois plutôt ça comme, à travers le dialogue, parler de la situation d'entreprise, de ce qu'elle a déjà réalisé, car je persiste à dire que ce qui s'est passé sur la période 2011-2015 est quelque chose qui a été important pour Air France, mais surtout de ne pas casser cette dynamique. Ça, c'est mon premier message. Plus d'1 millier de personnes étaient rassemblées jeudi à la mi-journée à Paris pour le maintien de l'emploi au sein d'Air France et en soutien aux inculpés de la compagnie aérienne impliqués dans les violences début octobre. Le rassemblement se tenait à proximité de l'Assemblée nationale et non loin du CCE. Sur la banderole de l'intersyndicale, constituée d'une dizaine de syndicats, était inscrit « Arrêt des poursuites disciplinaires et judiciaires, nous ne sommes pas des voyous ». Des slogans qui seront donc restés sans écho. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Vraiment ravi de vous l'avoir présenté.